Bonjour, donc le sujet que nous allons examiner aujourd'hui, un sujet possible dans les concours, c'est en fait qu'est-ce qu'une histoire vraie. Le mot histoire d'ailleurs peut prendre plusieurs sens. On nous dit raconter des histoires, donc c'est raconter une histoire, c'est on le voit dans le récit ou dans le roman. Mais alors c'est aussi l'histoire avec un grand H, qui serait au double sens, le passé, l'histoire qui s'est passée, mais également aussi le récit de ce passé, qui peut être aussi un discours sur le passé, puisque l'historien va, en fait, si vous voulez, produire sa propre interprétation et, si vous voulez, ses propres commentaires. Sachant que vérité, ça peut prendre ici un double sens, qui est le sens assez commun attribué à la vérité, qui est la conformité à la réalité, mais aussi la subjectivité. Peu importe que ce soit vrai ou faux, puisque l'important c'est que j'y crois et que ça me paraisse vrai. Donc c'est la vérité de mon esprit qui pourrait, pourquoi pas, reconstruire la réalité. Alors cette vérité de l'histoire, ou cette vérité dont nous parlons, elle pourrait se fonder sur l'expérience, contre le monde des idées, qui sera un monde, si vous voulez, transcendant et, je dirais, séparé du réel. Rousseau, dans l'Émile, qui est un roman pédagogique, avait pris une position assez anti-intellectualiste et contestait les livres, l'enseignement livresque. Il écrivait « Je hais, H-A-I-S, les livres, ils n'apprennent qu'à parler de ce qu'on ne sait pas ». Il préférait une éducation, je dirais, concrète, pratique, active pour les jeunes enfants, leur faire cultiver des carottes ou élever des lapins. C'était plus profitable que leur enseigner un certain nombre de vérités, si vous voulez, dogmatiques, théoriques, académiques et abstraites. Et lui-même, dans les Confessions, œuvres autobiographiques, dans le début que tout le monde connaît, que vous connaissez tous, « Je forme une entreprise qui n'eut jamais d'exemple ». Je répète, je forme une entreprise qui n'eut jamais d'exemple, il avoue une exigence de sincérité. Aujourd'hui encore, je dirais, la mode est à la sincérité, à la transparence, y compris on le voit dans les médias. On est d'ailleurs passé de genre, je dirais, assez étudié et distant comme le théâtre, si vous voulez, classique, à aujourd'hui, la pointe la plus extrême, c'est la télé-réalité. On veut nous montrer la vérité du social et les vrais gens. On voit aussi dans la mode d'ailleurs de la biographie qui incite beaucoup sur la dimension psychologique, dans différentes situations, affaires de ménage, affaires de cœur, affaires d'argent, etc., etc. Alors, nous allons pouvoir examiner un peu les caractères maintenant de l'histoire vraie. En quoi est-elle vraie? Et nous pourrions parler d'abord d'une vérité frappante, de la force de la vérité. Cette force de la vérité, elle va peut-être d'abord s'appuyer sur des faits historiques. C'est vrai parce que c'est vérifié, si vous voulez, c'est incontestable. Même si évidemment il y a des faits historiques qui m'échappent complètement, je pourrais faire des investigations à n'en plus finir sur l'assassinat de Kennedy. Mais comme j'étais là, je dirais, c'est vrai puisque je l'ai vu. J'étais témoin, pourquoi pas spectateur et acteur d'un événement historique. C'est vrai puisque je l'ai vu, mais au passage, qu'est-ce que j'ai vu? Qu'est-ce qu'on m'a montré? Qu'est-ce qu'on m'a laissé voir? Et qu'est-ce que aussi j'ai attendu de voir? Donc, vérité historique, c'est une vérité positive, c'est une vérité du terrain. Mais ce pourrait être aussi une vérité frappante, une vérité surnaturelle, une vérité religieuse, prophétique ou miraculeuse. On pense à ces mystiques comme Charles Péguy, Paul Claudel, Pascal, qui ont eu des révélations, qui ont accédé à des vérités religieuses supérieures. Frappante également, la vérité peut l'être parce qu'elle va nous atteindre, elle va nous bouleverser, remettre en cause des idées reçues, on le voit dans les évangiles, mais aussi dans toute une littérature de transgression au XVIIIe siècle, en particulier lorsque les philosophes et les intellectuels utilisent le regard du bon sauvage pour ébranler le confort intellectuel, si vous voulez, régnant. Aujourd'hui, ce serait encore différent, puisqu'aujourd'hui on parle des lanceurs d'alerte qui révéleraient un certain nombre d'informations officieuses ou aussi secrets pour, si vous voulez, alerter l'opinion. Les moyens de cette vérité frappante, au-delà des exemples différents que j'ai donnés avant, ce serait sans doute la volonté de frapper, la volonté d'impressionner, l'utilisation de moyens soit directs comme la caricature ou la polémique, la force ou la vivacité. On le voit très bien dans un texte qui serait vrai ou une pièce de théâtre qui serait vraie. C'est le rythme d'une pièce de théâtre, c'est le dénouement d'ailleurs en fait au théâtre qui doit être peut-être inattendu, mais en tout cas certainement vraisemblable, après une tension, après une crise. Donc c'est la vérité qui en fait en impose. Mais c'est aussi un certain nombre de détours, d'artifices dans le récit ou le langage qui pourraient être utilisés, si vous voulez, au service de la vérité, dans une sorte de didactique, si vous voulez, de la vérité.
Donc la vérité, une histoire vraie, c'est une histoire qui nous frappe. Mais c'est aussi une histoire vraisemblable, très important, c'est-à-dire qu'il soit vrai pour l'esprit. Ce concept de vraisemblance a été utilisé par Aristote dans l'Antiquité, dans la poétique, théorie reprise par Boileau, théoricien de l'art classique, dans l'art poétique au XVIIe siècle, en 1674. Il s'agit pour eux, pour les classiques du XVIIe, d'imiter la nature et d'en exprimer la vérité. Alors ça ne veut pas dire montrer vraiment toute la nature. C'est ce que la nature, ce que la nature dit d'elle-même et ce que nous y voyons en relation avec un ensemble de vérités, si vous voulez, intellectuelles. En quoi la nature humaine est-elle, si vous voulez, significative et en quoi nous allons la représenter en particulier au théâtre, en créant des situations vraisemblables mais pas forcément vraies. Les tragédies de Corneille sont parfaitement, si vous voulez, évidemment, disons des fictions, mais elles présentent des situations politiques qui font sens pour les spectateurs par la présentation de conflits, notamment de conflits entre les hommes, parce que Corneille écrivait des tragédies politiques. Donc il faut privilégier pour les classiques le vraisemblable. Le vrai, dit Boileau, peut quelquefois n'être pas vraisemblable. D'ailleurs, les romans sont souvent jugés invraisemblables au XVIIe siècle. Le roman au XVIIe siècle est un genre mineur, un genre bas, un genre futile, et ça s'oppose au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, qui verront, je dirais, un essor assez prodigieux, si vous voulez, du roman. Et on a là le réalisme et l'histoire qui vont devenir des gages de la vérité. Donc, nous avons la vérité, si vous voulez, frappante. Nous avons ensuite parlé de la vraisemblance de l'art, de l'histoire vraisemblable, mais nous avons aussi, je dirais, ce qui est historique, ce qui est, si vous voulez, réel, et ce qui est vrai. Et c'est là, dans cette optique, ce sont les romantiques au XIXe qui ont insisté, si vous voulez, là-dessus. Le romantique veut être un témoin de son temps. Il veut être sur le terrain. Chateaubriand disait que les romantiques avaient trop longtemps été, les écrivains, excusez-moi, avaient été trop longtemps des hommes de cabinet et pas forcément des hommes de terrain. Donc il faut, si vous voulez, s'engager. On voit d'ailleurs nombre de jeunes héros romantiques au XIXe siècle qui sont les témoins des grandes batailles. Je pense à ce qui s'est passé à Waterloo, effectivement, par exemple. Bien. Donc il faudrait être sur le terrain et vivre tel événement pour en atteindre la vérité. Blaise Pascal et Charles Péguy disaient qu'ils ne croyaient que les témoins d'une histoire qui se font égorger. Mais comment pourraient-ils parler de cette histoire s'ils se sont finalement égorgés? Mais du moins, ils auraient payé de leur vie, si vous voulez, leur présence à cette histoire. Bien, nous sommes là dans l'optique aussi au XIXe siècle du réalisme. Ce qui est vrai dans le roman, c'est ce qui nous montre tout, y compris ce qui serait trivial, non noble. Bon, pensons à Balzac, pensons à Zola et à la vérité du réel. Zola voulait mettre en place une littérature qui serait une annexe de la science et qui nous montrerait encyclopédiquement et de manière exhaustive tous les mécanismes à l'œuvre dans la société. Bon, toutefois, les critiques littéraires ont montré que Zola était un faux réaliste, puisque la vérité chez Zola, elle est plutôt dans les mythologies, c'est-à-dire les grandes figures, si vous voulez, qu'il utilise, à travers l'évocation de grandes forces industrielles ou sociales dans ses romans au XIXe siècle. Donc, la vérité sera plutôt la transformation de la réalité. La réalité est transformée, l'imaginaire nous détourne du réel pour nous en communiquer une vérité plus haute, et c'est par ce biais que nous revenons, si vous voulez, à la réalité. Maupassant, dans la préface de Pierre et Jean, avait écrit que les réalistes de talent devraient plutôt s'appeler des illusionnistes. Nietzsche avait aussi insisté sur le rôle des apparences, effectivement, en art. Nous avons l'art, écrivait-il, pour ne pas périr de la vérité. D'où l'importance, pour ici conclure cette partie, de la subjectivité. Dans le dernier sens, qui est celui de l'histoire, nous pourrions adopter la même démarche, c'est-à-dire que nous en arriverions à l'idée de la définition subjective de la vérité. Certes, l'historien va collectionner des faits. L'histoire est comme la grande discipline du XIXe siècle, on a créé l'issue de l'histoire à ce moment-là. Il va monter les faits, donc dans une narrativité, il va les expliquer, il va discerner des rapports de causalité, mais en tout cas, il sera aussi, comme le romancier, subjectif. D'ailleurs, certains romans se sont emparés de l'histoire au XIXe siècle, et au fond, l'histoire est apparue souvent comme un roman. On a reconstruit a posteriori le passé
par exemple, la Révolution française a été réécrite, réétudiée. Nous sommes arrivés au XIXe siècle à un certain nombre de vérités historiques partielles et contingentes et partisanes sur la Révolution française, même si la Troisième République, à la fin du XIXe, a mis en place une histoire laïque officielle, si vous voulez, républicaine, et a constitué un certain nombre de vérités historiques sur la Révolution, le 14 juillet devenant fête nationale, d'ailleurs, en 1889. La vérité de l'histoire, c'est donc, pour conclure, non dans un passé difficilement objectif. L'histoire, la littérature ne peuvent et ne doivent pas être les annexes de la science, mais la vérité de l'histoire serait dans les relectures postérieures de l'histoire. Nous connaîtrions assez mal un passé objectif, et dans ce que nous disons de l'histoire, nous révélons moins ce passé prétendu objectif que notre propre discours sur le passé, ce que montrait Nietzsche dans les considérations intempestives, où il expliquait qu'entre nous et le passé prétendu objectif, il y avait des écrans et des rideaux de fumée, et il y avait entre nous et le passé déjà tous les commentaires que les historiens du passé avaient faits d'un passé encore antérieur.